7 secondes. C'est tout ce qu'il lui a fallu. Vous entrez dans une pièce, une soirée, un endroit quelconque. Vous n'avez pas encore prononcé un mot. Vous n'avez encore rien fait. Et il le sait déjà. Le pervers narcissique vous a déjà choisi. Avant même que vous ayez ouvert la bouche, ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas de la malchance. Et ce n'est définitivement pas de la paranoïa de votre part. Il existe un mécanisme neurologique documenté qui explique pourquoi vous, spécifiquement vous, avez été détecté avant même d'avoir respiré cet air une deuxième fois. Le docteur Antoine Moreau, psychiatre qui est intervenu dans le Huberman Lab pour parler de santé mentale et de narcissisme, a révélé quelque chose que la plupart des gens ignorent complètement. Les pervers narcissiques ne choisissent pas leurs proies au hasard. Ils ne lancent pas les dés. Il existe un radar intérieur, un système de détection affiné par des décennies de survie émotionnelle, qui identifie exactement qui va servir leur dessein. Et voici la partie qui va vous perturber. Ce radar a détecté quelque chose en vous, quelque chose que vous ne savez même pas que vous émettez, quelque chose que Jung appelait la lumière de l'ombre dorée. Et Huberman l'a confirmé avec la neuroimagerie. Gardez cette information, car elle va complètement changer la façon dont vous vous protégez. La première chose que vous devez comprendre, c'est que le cerveau du pervers narcissique fonctionne de manière radicalement différente du vôtre. Des études de neuroimagerie publiées en 2024 et 2025 montrent que les personnes ayant des traits narcissiques présentent des schémas de connectivité cérébrale uniques, l'amygdale, cette région du cerveau responsable du traitement des émotions et de la détection des menaces, fonctionne d'une manière très spécifique chez eux, chez les personnes saines. L'amygdale s'active lorsqu'il y a un danger réel, quand quelqu'un vous regarde de manière menaçante, quand vous êtes dans une situation à risque. C'est un système d'alarme. Chez le pervers narcissique, cette amygdale a un calibrage différent. Elle est hypoactive pour l'empathie. Le pervers narcissique ne traite littéralement pas la souffrance d'autrui de la même manière que vous. Mais, et voici le point crucial, elle est hyperactive pour tout ce qui menace son image de soi, ou qui peut servir de source d'alimentation affective. Réfléchissez-y une seconde. Le cerveau du pervers narcissique est constamment en train de scanner l'environnement, non pas pour détecter un danger, mais pour détecter une alimentation affective, pour trouver qui peut nourrir ce vide intérieur qu'il porte. Et ce scan se produit en millisecondes, avant tout mot, avant toute interaction consciente. Le docteur Antoine Moreau a expliqué dans le Huberman Lab que le narcissisme est fondamentalement caractérisé par un déficit de plaisir et une envie profonde. Le pervers narcissique éprouve une faim constante, une sensation que les autres ont quelque chose qu'il n'a pas. Et cette faim crée un radar. Maintenant, pensez à l'autre côté de l'équation. Pensez à vous. Si vous regardez cette vidéo, vous êtes probablement ce que l'on peut appeler une personne hypersensible. Peut-être êtes-vous ce que la culture populaire appelle un empathique. Peut-être êtes-vous simplement quelqu'un qui a grandi en apprenant à lire les émotions chez les autres avant de s'occuper des siennes. Et voici ce que la neuroscience récente ont découvert à votre sujet. Les personnes hypersensibles présentent une activité accrue dans l'insula antérieure, une région du cerveau liée à la conscience corporelle et à la perception des états émotionnels. Elles ont une connectivité élevée dans le réseau du mode par défaut, le réseau cérébral associé à l'autoréflexion et au traitement de la signification. Et, crucialement, elles émettent des signaux non-verbaux qui sont pratiquement invisibles pour la plupart des gens, mais qui brillent comme un phare pour qui est en train de chasser. Le pervers narcissique ne vous a pas choisi malgré le fait que vous soyez sensible. Il vous a choisi parce que vous êtes sensible, ou parce que la configuration de votre système nerveux émet exactement le type de fréquence que son radar est programmé pour détecter. Calmez-vous, car ce que Jung a découvert à ce sujet il y a plus de 100 ans va expliquer exactement pourquoi cette danse a lieu. Carl Jung a développé le concept d'ombre pour décrire les parties de notre psyché que nous réprimons, les parties que nous ne voulons pas voir, les aspects de nous-mêmes que nous jetons dans les profondeurs de l'inconscient parce qu'ils ne correspondent pas à l'image que nous voulons projeter au monde.
Mais Jung a aussi parlé de quelque chose de moins connu, l'ombre dorée. L'ombre dorée contient non seulement nos aspects négatifs refoulés, mais aussi nos talents, notre lumière, notre potentiel que nous avons dû cacher pour survivre. Et Jung a perçu quelque chose de fascinant sur la façon dont les personnes ayant différentes configurations d'ombre s'attirent. Le pervers narcissique et l'hypersensible empathique sont ce que Jung appellerait des ombres complémentaires. Ils s'emboîtent comme les pièces d'un puzzle toxique, parce que chacun porte dans l'inconscient exactement ce que l'autre a refoulé. Le pervers narcissique a refoulé sa vulnérabilité, sa capacité à ressentir véritablement, son humanité fragile. Ces choses ont été si douloureuses dans son enfance, si punies, si rejetées, qu'il les a complètement enterrées et a construit un masque d'invulnérabilité par-dessus. L'hypersensible empathique, de son côté, a souvent refoulé son pouvoir, sa capacité à dire non, son droit d'avoir ses propres besoins. Ces choses ont également été punies dans son enfance. Peut-être avez-vous appris qu'être remarqué était dangereux, qu'avoir des besoins était de l'égoïsme, que votre fonction était de prendre soin des autres. Lorsque ces deux structures psychiques se rencontrent, il se produit ce que Jung a décrit comme une projection mutuelle d'ombre. Le pervers narcissique voit chez l'hypersensible empathique tout ce qu'il a enterré, toute cette vulnérabilité authentique qu'il ne parvient pas à accéder en lui-même. Et cette vision éveille une faim, un besoin de consommer, de posséder, de détruire ce qu'il ne peut pas être. Et l'hypersensible empathique voit chez le pervers narcissique ce masque de confiance, cette apparente assurance, ce pouvoir qu'il a lui-même refoulé. Et il ressent une attraction, un espoir inconscient que en étant proche de ce pouvoir, peut-être pourra-t-il enfin revendiquer le sien. Cette danse psychologique se produit avant qu'aucun mot ne soit échangé. Elle se produit au niveau de l'inconscient, au niveau du corps, au niveau de ces 7 secondes. Et voici la validation neuroscientifique qui prouve que Jung décrivait un phénomène réel. Des chercheurs ont découvert que la communication non verbale est traitée par le cerveau environ une demi-seconde avant les mots. Votre système nerveux envoie et reçoit constamment des signaux qui n'atteignent jamais la conscience. Les micro-expressions faciales sont décodées instantanément par le cerveau d'une autre personne, hors de portée de la perception consciente. Le pervers narcissique, avec cette amygdale hyperactive pour les sources d'alimentation affective, traite vos signaux non-verbaux de manière extrêmement efficace. La posture de votre corps, la façon dont vous tenez vos épaules, le modèle de votre respiration, la micro-expression qui traverse votre visage pendant des millièmes de secondes lorsque vous entrez dans un environnement nouveau. Tout cela raconte une histoire sur vous, une histoire que vous ignorez même raconter, une histoire qui révèle au pervers narcissique exactement ce qu'il a besoin de savoir. Des études de 2025, utilisant l'analyse de la connectivité cérébrale, ont montré que les traits narcissiques sont associés à des schémas spécifiques d'activation dans le cortex préfrontal médial et l'amygdale. Ces régions travaillent ensemble pour traiter l'information sociale et prendre des décisions sur qui est utile, qui est une menace, qui peut servir. Et le plus troublant, c'est que cette évaluation se produit automatiquement et inconsciemment. Le pervers narcissique n'est pas assis là, à calculer froidement qui sera sa prochaine proie. Son cerveau le fait, simplement. De la même manière que votre cerveau calcule la distance avant que vous ne saisissiez un objet, sans que vous pensiez consciemment à la physique. Maintenant, vous comprenez pourquoi ce n'était pas une coïncidence. Mais voici la question que vous devez vous poser. Pourquoi ceci est-il caché? Pourquoi personne ne vous a-t-il parlé de ce mécanisme de détection? Une partie de la réponse réside dans le préjugé académique qui existe encore contre Carl Jung. De nombreux chercheurs modernes ignorent complètement son travail, parce qu'il parlait de concepts comme l'inconscient collectif, qui semblaient trop mystiques. Ils préfèrent faire comme si la psychologie avait commencé avec le behaviorisme ou avec les neurosciences cognitives. Mais la vérité est que Carl Jung a cartographié ces schémas d'attraction toxique il y a plus d'1 siècle.
Il a documenté comment les personas et les ombres s'attirent, comment les opposés psychiques se cherchent, non par amour, mais par compensation. Comment les relations destructrices commencent souvent par une attraction magnétique, qui semble être le destin, mais qui est en réalité l'inconscient qui essaie de résoudre ses conflits à travers l'autre. Et les neurosciences modernes prouvent enfin qu'il avait raison, tout le temps. Une autre partie de la réponse est que cette information n'est pas pratique. Il n'est pas confortable de dire aux gens qu'ils émettent des signaux qui en font des cibles. Cela ressemble à de la culpabilisation de la victime. On dirait que nous disons que c'est de votre faute d'avoir été choisi. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas de votre faute. Vous n'avez pas choisi d'avoir cette configuration neurologique. Vous n'avez pas choisi de grandir dans un environnement qui vous a appris à réprimer votre pouvoir et à amplifier votre réceptivité aux autres. Vous avez été façonné par des circonstances que vous ne contrôliez pas. Ce que vous pouvez contrôler, à partir de maintenant, c'est ce que vous faites de cette information. Et cela nous amène au protocole de protection qui combine Carl Jung et Andrew Huberman. La première étape consiste à reconnaître votre schéma d'émission. Les personnes hypersensibles, empathiques, ont souvent une posture corporelle caractéristique. Des épaules légèrement courbées vers l'intérieur. Un regard qui cherche celui de l'autre pour calibrer la sécurité. Une respiration qui change subtilement en fonction de l'énergie de l'environnement. Ce ne sont pas des défauts. Ce sont des adaptations intelligentes que votre système nerveux a développées. Mais ce sont aussi les signaux que le radar du pervers narcissique détecte. Andrew Huberman parle explicitement de la façon dont la posture corporelle affecte non seulement la façon dont les autres vous perçoivent, mais aussi la façon dont votre propre cerveau traite les émotions. Lorsque vous élargissez consciemment votre posture, lorsque vous occupez plus d'espace, vous envoyez des signaux à votre propre système nerveux que vous êtes en sécurité. Et simultanément, vous modifiez les signaux que vous émettez dans l'environnement. La deuxième étape vient directement de Carl Jung. C'est le travail d'intégration de la lumière de l'ombre dorée. Vous devez récupérer ces parties de vous qui ont été réprimées. Votre pouvoir, votre droit d'avoir des besoins, votre capacité à dire non sans culpabilité. Cela ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus. Mais chaque fois que vous reconnaissez une situation où votre instinct a dit non et que vous avez dit oui, vous identifiez une zone où votre lumière de l'ombre dorée est enterrée. Chaque fois que vous vous surprenez à céder pour éviter un conflit, vous voyez le visage de votre pouvoir réprimé. La troisième étape est ce que Andrew Huberman appellerait la modulation du système nerveux. Des pratiques comme le soupir physiologique, qui est une double inspiration suivie d'une expiration longue, peuvent calmer le système nerveux en temps réel. C'est important, parce que le pervers narcissique détecte les états d'activation. Lorsque vous êtes anxieux, votre corps émet des signaux différents de ceux que vous émettez lorsque vous êtes centré. Il ne s'agit pas de faire semblant. Il ne s'agit pas de porter un masque. Il s'agit de vraiment changer votre état interne afin que les signaux que vous émettez naturellement soient différents. La quatrième étape est la pratique de l'observation consciente. Avant d'interagir dans des environnements sociaux, prenez un moment pour observer qui est présent. Remarquez qui semble scruter l'environnement, qui semble chercher quelque chose. L'attention du pervers narcissique a une qualité spécifique. C'est une attention qui consomme, une attention qui évalue ce qu'elle peut extraire, avec la pratique. Vous commencez à reconnaître cette qualité d'attention avant qu'elle ne se dirige vers vous. Et le simple fait de reconnaître change la dynamique, parce que vous n'êtes plus scanné sans le savoir. Vous observez qui observe. La cinquième étape est la plus difficile. C'est accepter que vous serez toujours vu par les pervers narcissiques. La sensibilité que vous portez ne disparaîtra pas. La lumière que vous émettez fait partie de qui vous êtes. Et essayer d'éteindre cette lumière pour ne pas être vu serait une trahison encore plus grande que ce que n'importe quel pervers narcissique pourrait commettre contre vous. Le but n'est pas de devenir invisible, c'est de devenir consciente. C'est de savoir ce que vous émettez. C'est de choisir qui a accès. C'est de reconnaître le radar avant qu'il ne vous localise. Et, quand il vous localise,
parce qu'il le fera éventuellement. C'est d'avoir la structure interne pour ne pas être consumé. Carl Jung a écrit que l'individuation, le processus de devenir entier, inclut l'intégration de notre vulnérabilité et de notre pouvoir. Il ne s'agit pas d'éliminer la sensibilité. Il s'agit d'ajouter de la force à celle-ci. Il ne s'agit pas d'arrêter de briller. Il s'agit de briller d'une manière qui n'invite pas les prédateurs. Et Andrew Huberman, avec toute sa science des protocoles et de l'optimisation, confirme le même principe d'une manière différente. Vous ne pouvez pas contrôler complètement la façon dont les autres vous perçoivent, mais vous pouvez contrôler votre état interne. Et votre état interne modifie les signaux que vous émettez. Et les signaux que vous émettez déterminent qui vous attirez. Le cercle qui relie tout cela est plus profond que vous ne l'imaginez. Quand Carl Jung a écrit sur la projection de l'ombre, il décrivait un phénomène qui se produit constamment entre toutes les personnes. Nous projetons sur les autres ce que nous ne parvenons pas à voir en nous-mêmes. Ce que nous aimons chez eux est souvent ce que nous réprimons en nous. Ce que nous détestons chez eux est souvent ce que nous nions en nous. Mais entre le pervers narcissique et l'hypersensible empathique, cette projection atteint un niveau extrême, parce que les deux ont des ombres très denses. Les deux ont réprimé des aspects centraux de qui ils sont. Et quand ces ombres denses se rencontrent, l'attraction est magnétique. Le pervers narcissique projette sur l'hypersensible empathique sa propre vulnérabilité niée. Il voit dans cet être sensible tout ce qu'il a dû tuer en lui-même pour survivre. Et cette vision éveille deux impulsions simultanées. L'impulsion de posséder, de s'approprier cette vulnérabilité qu'il ne peut atteindre intérieurement. Et l'impulsion de détruire, d'anéantir ce qui lui rappelle ce qu'il a perdu. C'est la raison pour laquelle le cycle pervers narcissique commence par une idéalisation intense et se termine par une dévalorisation brutale. Le pervers narcissique tente de résoudre un conflit interne à travers vous. D'abord, il vous idéalise parce que vous représentez ce qu'il a perdu. Ensuite, il vous détruit parce que vous lui rappelez ce qu'il ne peut pas être. Et l'hypersensible empathique alors? L'hypersensible empathique projette sur le pervers narcissique son propre pouvoir réprimé. Il voit, dans ce masque de confiance, une promesse. Si je reste près de lui, peut-être que j'absorberai cette force. Si je l'aime suffisamment, peut-être qu'il m'apprendra à être ainsi. Si je le guéris, peut-être que je me guérirai. Mais voici la tragédie. Ce pouvoir que vous voyez chez le pervers narcissique n'est pas réel. C'est une persona, un masque construit sur des blessures profondes. Et vous essayez de revendiquer votre propre pouvoir à travers quelqu'un qui, en réalité, ne le possède pas. Les neurosciences confirment cela de façon brutale. Des études montrent que le cortex préfrontal de personnes présentant un haut niveau de narcissisme a un fonctionnement atypique. Le cortex préfrontal est responsable de la régulation émotionnelle, de la prise de décision, de la prise en compte des conséquences. Lorsque cette région fonctionne différemment, la personne semble avoir une confiance qui est, en réalité, une incapacité à traiter adéquatement les risques et les impacts. Vous projetez du pouvoir sur quelqu'un qui a, en réalité, un déficit de traitement. La confiance que vous voyez n'est pas une force intégrée. C'est l'absence de certains freins neurologiques. Et c'est la raison pour laquelle vous devez arrêter de chercher votre pouvoir chez les autres. Le travail jungien d'individuation, c'est exactement cela. C'est recueillir les projections. C'est réaliser que tout ce que vous avez admiré ou craint chez les autres, vous le portez en potentiel en vous. C'est intégrer les parties fragmentées de la psyché en un tout cohérent. Carl Jung l'avait compris bien avant les neurosciences modernes. Quand vous faites ce travail, quand vous revendiquez votre propre force sans avoir besoin de la trouver reflétée chez quelqu'un, quelque chose d'intéressant se produit. Vous émettez toujours de la lumière. Vous êtes toujours sensible. Mais les signaux qui accompagnent cette sensibilité changent. Le pervers narcissique détecte la vulnérabilité comme une cible. Mais la vulnérabilité avec un pouvoir intégré ne se présente pas de la même façon, n'émet pas les mêmes signaux, ne déclenche pas le même radar. C'est comme la différence entre un animal blessé et un animal qui se repose. Les deux peuvent être immobiles. Les deux peuvent sembler tranquilles.
Mais le prédateur sait la différence. Le corps blessé émet des signaux de disponibilité. Le corps reposé émet des signaux de présence qui n'invitent pas à l'attaque. Cela ne signifie pas que vous devenez invulnérable. Cela signifie que vous changez la fréquence. Et avec une fréquence différente, vous attirez des personnes différentes. Une question plane sur tout cela. Qu'ainsi le pervers narcissique vous a détecté en 7 secondes. Existe-t-il un moyen pour vous de le détecter avant? La réponse est oui. Et elle se trouve aussi à l'intersection entre Carl Jung et les neurosciences. Andrew Huberman en parle souvent dans ses podcasts. Le pervers narcissique a un schéma d'attention caractéristique. C'est une attention qui évalue, une attention qui cherche. Quand vous entrez dans un environnement, la plupart des gens vous remarquent et continuent leur vie. Leur attention passe à travers vous et continue vers d'autres choses. L'attention du pervers narcissique colle. Elle permane. Elle étudie. Non pas parce que vous êtes spécialement intéressant pour tout le monde, mais parce que vous êtes spécialement intéressant pour lui, parce que son radar a sonné. Si vous faites attention, vous pouvez sentir cette qualité d'attention. C'est différent de l'intérêt genuin. L'intérêt genuin a une qualité curieuse, ouverte. L'attention du pervers narcissique a une qualité consummatrice, comme s'il essayait d'absorber quelque chose de vous, juste avec le regard. Votre système nerveux, si vous apprenez à l'écouter, sait déjà la différence. Ce malaise subtil que vous ressentez quand quelqu'un vous regarde d'une certaine façon. Cette envie inexplicable de vous protéger, cette sensation que quelque chose ne va pas, même quand il n'y a rien d'objectivement faux. Huberman parle d'interoceptivité, la capacité de percevoir les signaux internes du corps. L'insula antérieure du cerveau traite ces signaux. Et les personnes très sensibles ont souvent une activité accrue dans cette région. Le problème, c'est que beaucoup d'hypersensibles empathiques ont appris à ignorer ces signaux. Ils ont grandi dans des environnements où leurs perceptions ont été invalidées, où ils ont entendu qu'ils exagéraient, qu'ils imaginaient des choses, qu'ils étaient trop sensibles. Alors, ils ont désactivé l'alarme. Et maintenant, quand l'attention prédatrice du pervers narcissique les rencontre, ils ne font pas confiance à leur propre perception. Ils ressentent le malaise et le rationalisent. Ils perçoivent le danger et l'ignorent. Se reconnecter avec cette intelligence corporelle est crucial. Il ne s'agit pas d'être paranoïaque. Il s'agit de faire confiance au fait que votre système nerveux a évolué pendant des millions d'années pour détecter les menaces. Et s'il se déclenche, il y a une raison. La pratique est simple, mais exige de la consistance. Avant d'entrer dans des environnements sociaux, prenez quelques secondes pour remarquer comment votre corps est. Quel est votre état de base? Ensuite, au fur et à mesure que vous interagissez avec différentes personnes, notez les changements. Avec qui votre corps se relaxe? Avec qui il se contracte? Avec qui vous sentez une expansion? Avec qui vous sentez une rétraction? N'essayez pas d'expliquer rationnellement. Contentez-vous de noter. Avec le temps, vous commencez à construire une carte de schéma. Et cette carte vous protège, parce qu'elle vous permet d'agir avant que le cycle ne commence. Il existe un moment spécifique dans la rencontre entre le pervers narcissique et l'hypersensible empathique qui détermine le cours de tout. C'est le moment du test. Tout pervers narcissique teste ses proies. Ils le font inconsciemment, par défaut. Le test peut être subtil. Un commentaire légèrement critique. Une petite demande qui franchit une limite. Une micro-agression déguisée en blague. Le but du test est de mesurer votre réponse. Le pervers narcissique veut savoir si vous allez céder, si vous allez vous excuser pour quelque chose que vous n'avez pas fait, si vous allez minimiser votre malaise pour maintenir la paix, si vous allez prioriser son confort sur le vôtre. Et voici le point de bifurcation. Si vous réussissez le test de son point de vue, c'est-à-dire si vous cédez, il sait qu'il a trouvé une cible viable. Le radar avait raison. Cette personne peut être manipulée. Si vous échouez au test, c'est-à-dire si vous maintenez votre limite avec tranquillité, il se passe quelque chose d'intéressant, fréquemment. Le pervers narcissique perd de l'intérêt. Pas complètement. Mais le magnétisme diminue. Parce que le radar a détecté une vulnérabilité.
Mais le test n'a pas confirmé la disponibilité. C'est contre-intuitif pour beaucoup d'hypersensibles empathiques. Ils pensent que s'ils sont assez gentils, assez compréhensifs, assez aimants, ils obtiendront un résultat différent. Mais la gentillesse sans limite est exactement ce que le pervers narcissique recherche. Dr Antoine Moreau, psychologue clinicien à Paris, souligne l'importance de reconnaître ces schémas pour se protéger. Carl Jung dirait que maintenir ses limites à ce moment précis est un acte d'individuation, c'est choisir son propre centre, plutôt que l'approbation d'autrui. C'est dire à son propre inconscient qu'on a une valeur qui ne dépend pas du fait de plaire à tout prix. Andrew Huberman, lui, dirait que ce moment active différents circuits neuronaux. Selon la façon dont on réagit, si on cède, on renforce le schéma de soumission. Si on maintient ses limites, on commence à créer un nouveau schéma d'autopréservation. Les deux décrivent la même chose, sous des angles différents. Et les deux nous donnent la même instruction. Protégez votre centre, gardez votre équilibre. Ne négociez pas votre intégrité pour obtenir de l'acceptation. Mais que se passe-t-il si on est déjà pris dans un cycle avec un pervers narcissique? Si on a déjà été piégé et qu'on essaie d'en sortir, le processus de sortie est un processus d'individuation forcée. Il faut réclamer des parties de soi qui ont été prises. Il faut reconnaître les projections qui nous ont maintenus prisonniers. Il faut construire un sentiment de soi, ce qui ne dépend pas de la validation, de quelqu'un qui ne nous validera jamais de manière authentique. C'est douloureux. Je ne vais pas prétendre le contraire. Le système de dopamine du cerveau crée des liens forts avec les récompenses intermittentes, et le cycle narcissique est une machine parfaite de récompenses intermittentes, des moments d'idéalisation, suivis de périodes de négligence, suivis de plus d'idéalisation. C'est exactement le schéma qui crée la dépendance la plus forte. Des études montrent qu'il faut environ 90 jours pour que le cerveau commence à reformer ses schémas de récompense après la fin d'une relation traumatique. 90 jours de conscience, 90 jours de choix différents, 90 jours à résister à l'impulsion de revenir. Pendant ces 90 jours, on va ressentir un syndrome de sevrage. On va ressentir cette faim pour le contact que notre cerveau a associé au plaisir. Il y aura des moments où on se demandera si c'était vraiment si terrible. On va romantiser les bons moments et minimiser les mauvais. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la neurologie. Notre cerveau se bat pour maintenir un schéma qu'il a appris, qui génère de la dopamine. Il ne sait pas que ce schéma est en train de nous détruire. Le travail de l'ombre jungien est crucial ici, parce qu'une partie de ce qui nous maintient prisonniers est la projection. On cherche encore quelque chose chez l'autre, qui en réalité est en nous. Tant qu'on n'aura pas réclamé cette partie, on continuera d'être attiré. Question pour vous, qui regardez ça maintenant. Avez-vous déjà ressenti cette attraction magnétique pour quelqu'un que votre corps savait être dangereux? Avez-vous déjà ignoré vos propres signaux parce que l'intensité ressemblait à de l'amour? Racontez-nous dans les commentaires, pas seulement pour vous épancher, mais comme un mappage. Combien de temps a-t-il fallu pour que vous réalisiez? Qu'est-ce qui vous a finalement ouvert les yeux? Ce n'est pas seulement partager son expérience, c'est construire une conscience collective sur un schéma qui affecte des millions de personnes. Et si ce contenu fait sens pour vous, si vous voyez des connexions que vous n'aviez jamais vues auparavant, il existe une façon de soutenir ce travail qui nous permet de continuer à faire ces révélations. Vous venez de comprendre quelque chose que la plupart des livres de psychologie ne relient pas. La connexion entre la projection de l'ombre jungienne et les neurosciences, de la reconnaissance de la vulnérabilité. Recherchez ça. Connecter ces sources, traduire en langage accessible, prend du temps, beaucoup de temps. Quand vous cliquez sur le cœur doré du Super Thanks, vous ne faites pas que soutenir financièrement. Vous dites que ce type de contenu compte, qu'il vaut la peine d'aller plus loin, que vous faites partie d'une communauté qui veut comprendre, pas seulement consommer. Chaque Super Thanks finance la prochaine recherche, le prochain protocole,
La prochaine connexion. Qui peut changer la vie de quelqu'un qui est prisonnier, d'un cycle qu'il ne comprend pas? Pensez un instant. À combien vaut le fait de comprendre? Pourquoi vous avez toujours attiré les mêmes personnes? Combien vaut le fait d'avoir une carte qui vous montre exactement comment votre psyché et votre corps signalent à des prédateurs? Combien vaut le fait de savoir qu'il existe un chemin de sortie? Si ça vaut quelque chose pour vous, le super thanks est une façon de le dire. Je vais continuer à vous en donner, parce que c'est ce que je fais. Mais savoir qu'il existe une communauté qui valorise ça, qui participe activement, fait toute la différence. Revenons au point central. Vous avez été choisi, avant même d'ouvrir la bouche, parce qu'il existe un langage antérieur aux mots, un langage des corps, des énergies, des inconscients, qui se rencontrent. Le pervers narcissique maîtrise ce langage d'une manière distordue. Il l'utilise pour chasser. Vous aussi, vous maîtrisez ce langage. Mais peut-être n'avez-vous jamais appris à l'utiliser pour vous protéger. Vous l'utilisez pour prendre soin, pour connecter, pour ressentir. Il est temps de l'utiliser pour vous garder. Carl Jung a cartographié ce territoire. Il y a un siècle. Andrew Huberman le valide avec des scanners cérébraux. Maintenant, et vous êtes au milieu. Avec cette information, qui peut vous protéger si vous choisissez de l'appliquer? Rappelez-vous de ces 7 secondes. Rappelez-vous que vous émettez constamment. Rappelez-vous qu'il y a toujours quelqu'un qui scanne. Et rappelez-vous que plus vous devenez conscient, moins le processus devient automatique. Vous ne pouvez pas contrôler qui vous regarde, mais vous pouvez contrôler ce que vous émettez et vous pouvez contrôler comment vous répondez quand le radar de quelqu'un vous trouve. C'est ça le pouvoir. Pas le faux pouvoir du pervers narcissique, construit sur du vide. Le pouvoir réel de celui qui se connaît, s'accepte et se protège sans perdre la capacité d'aimer. Carl Jung appellerait ça l'individuation. Andrew Huberman, l'autorégulation intégrée. Moi, j'appelle ça vous occupant enfin. L'espace qui vous revient de droit. Les 7 secondes continueront d'exister. Mais maintenant, vous savez ce qui se passe. Et savoir change tout.